Eh bien, merci Olivier. Bonjour à tous. Je suis vraiment ravi et même très honoré d'être là ce matin, de pouvoir partager avec vous quelques petites choses sur le content marketing et son évolution aujourd'hui. Alors, vous savez que le content marketing et l'inbound marketing, parce que ça va souvent ensemble, euh, sont, euh, sont des techniques de marketing qui sont euh, extrêmement promues aujourd'hui sur Internet, sur les réseaux sociaux, on en parle énormément, et elles sont présentées un petit peu comme des solutions miracles, elles suscitent toutes sortes de fantasmes dans la tête des marketeurs et dans la tête des entrepreneurs, etc. On imagine en fait que le content marketing, le web marketing, enfin le content marketing et l'inbound marketing sont juste des solutions où, comme ça, en claquant des doigts, on arrive à obtenir des leads qualifiés, à augmenter son chiffre d'affaires, etc. C'est en partie vrai, mais vous savez que le web évolue très vite. Vous savez que c'est vraiment une course de vitesse. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, les blogs, etc., ça a pris une croissance énorme. Et on va voir, eh bien, justement, cette croissance et cet engouement ce qu'ils produisent sur le content marketing aujourd'hui et si on n'arrive pas peut-être à la fin d'un modèle. Alors comme titre de notre présentation d'aujourd'hui, j'ai mis la fin du content marketing. Alors derrière ce titre apocalyptique se cache en réalité, on va voir eh bien, quelques modifications que le temps et que les usages ont apporté au content marketing. Alors, hop là, Olivier m'a présenté, je suis Stéphane Torregrossa, effectivement, consultant en web marketing, il l'a très bien fait. Vous pouvez me retrouver sur Twitter avec mon nickname, squid-impact. Et puis, je remettrai cette slide à la fin de la présentation. Si vous voulez me contacter, vous pourrez me contacter par mail sans aucune difficulté. Euh, voilà. La grande difficulté aujourd'hui, enfin la grande question, c'est vivons-nous les derniers instants du content marketing? C'est vrai que le marketing de contenu ou content marketing, c'est la même chose, hein, entre dans une nouvelle phase. Il y a une saturation de contenu qui submerge tous les marchés, quel que soit votre secteur d'activité, votre niche, quels que soient les besoins auxquels vous répondez. Aujourd'hui, il y a une saturation de contenu. Et cette saturation de contenu, elle remet en cause le fondement même de la stratégie d'inbound marketing. La concurrence pour attirer l'attention du public est extrême et elle s'accélère. Elle s'accélère effectivement, on a de plus en plus de mal à atteindre notre cible parce qu'elle est saturée de messages. On reçoit des messages aujourd'hui, si vous êtes comme moi, présent sur les réseaux sociaux, si vous avez une adresse email, etc. On reçoit quantité de messages publicitaires ou bien des messages qui essayent d'attirer notre attention, de répondre à nos questions. Et la grande difficulté, c'est comment, au milieu de tout ça, au milieu de tout ce bruit ambiant, comment arriver à être présent, nous, et à attirer de la visibilité vers notre entreprise ou vers nos services. Alors, HubSpot, vous connaissez certainement la société HubSpot, c'est le leader de l'inbound marketing, c'est même l'entreprise qui a initié ce mouvement sur le net dans le domaine du marketing. C'est vraiment la société qui a lancé cela. Il y a eu un article qui a fait beaucoup réagir, un article écrit par Louis Gudema, qui est un stratège marketing anglophone. Et il a écrit un article il y a quelques semaines qui disait grosso modo HubSpot peut-il se permettre encore de faire de l'inbound marketing? Alors juste pour être sûr qu'on parle tous de la même chose et qu'on ait la même vision en fait de ce que je vais annoncer ce matin, je vais juste faire un rappel rapide de ce qu'est l'inbound marketing et de ce qu'est le content marketing. Le content marketing, en fait, c'est une composante de l'inbound marketing. D'accord? L'idée, en fait, c'est d'attirer de nouveaux clients, d'attirer des leads, des prospects via un contenu qui va être susceptible de répondre à leurs questions. Vous êtes un chauffagiste, etc., eh bien, on pourrait imaginer que vous allez publier sur votre blog un article qui explique comment remettre de la pression dans la chaudière Chafoto et Mori, tel modèle. Vous créez un article de blog qui présente comment on fait ça, ou bien une vidéo sur YouTube, et les utilisateurs vont
vont vous trouver, vont découvrir votre contenu, et puis après, bah, vous pouvez leur proposer un contenu de qualité encore supérieure sur lequel ils vont, pour lequel ils vont devoir s'inscrire pour recevoir toutes ces informations-là. Donc, l'inbound marketing, c'est ça. Et puis, en fait, une fois qu'ils se sont inscrits pour recevoir davantage d'informations, eh bien, ils rentrent en quelque sorte dans une boucle marketing où vous allez pouvoir attirer leur attention à nouveau, etc. et essayer de les convertir de simples visiteurs de votre site Internet en clients. Ça, c'est le but vraiment de l'inbound marketing. Et donc, le content marketing, c'est le fait de créer du contenu. Voilà. Donc, Louis Gudema écrivait un article en se demandant si HubSpot pouvait encore se permettre de faire de l'inbound marketing. Alors, pourquoi cette question? Eh bien, tout simplement parce que, en fait, il ouvre une analyse sur une question qu'on ne se pose peut-être pas suffisamment aujourd'hui, c'est est-ce que l'inbound marketing et le content marketing sont réellement la stratégie gagnante présentée par HubSpot depuis des années? La philosophie du content marketing a engendré toute une industrie importante de partenaires. Il y a des conseillers, il y a des créateurs de contenu, il y a des consultants comme moi. Et évidemment, l'idée que l'inbound marketing puisse ne pas fonctionner, même pour HubSpot, pardon, c'est évidemment pas une idée très très populaire auprès des marketeurs. Pourquoi il se pose cette question-là? Eh bien, voilà. Tout simplement parce que Louis Gudema a fait une petite analyse sur HubSpot. Et il soulève plusieurs points, en fait. Tout d'abord, l'inbound marketing et le content marketing reposent sur la promesse d'une acquisition rentable des clients. Le but, c'est d'acquérir, vous le comprenez, le but, c'est d'acquérir des clients, mais sans y dépenser un budget incroyable, vous comprenez. Sinon, on en revient au système publicitaire d'autrefois. On balance un gros spot de pub à 20h40 à la télévision, on touche un maximum de personnes pas ciblées et on espère grappiller quelques clients dans cette masse. Non, le but de l'inbound marketing, c'est vraiment la promesse d'une acquisition rentable des clients. Donc, on va la création de prospects à fort potentiel attirés par le contenu. Tout ça, ça devrait être théoriquement moins coûteux que d'avoir une équipe de vendeurs qui martèle les rues, que de publier de la publicité à gauche et à droite, etc. On crée du contenu en espérant attirer sur son site des prospects à fort potentiel, des gens véritablement intéressés par vos produits parce que l'on répond à leurs questions. Cependant, en fait, il a utilisé les données publiques de l'entreprise et elles démontrent en fait que leurs coûts de vente et de marketing sont extrêmement élevés et qu'ils augmentent chaque année. En fait, les actions marketing qu'HubSpot fait pour elle-même, mais également pour ses clients, a tendance à augmenter année après année. Et certaines années sont même déclarées que ces coûts élevés ont été un fardeau qui a empêché à HubSpot de réaliser du profit. Apparemment, il ne réalise pas un profit gigantesque et tout cela est dû en fait à ces coûts marketing beaucoup trop importants. Au cours des 2 dernières années, il faut savoir qu'HubSpot a cessé de délivrer certaines informations sur l'acquisition de clients. Alors, ce qu'a fait Louis Gudema, dont je vous parlais tout à l'heure, qui a écrit cet article, eh bien, il a utilisé des données disponibles publiquement sur Internet et il a fait ses propres calculs pour estimer que le coût d'acquisition de clients de HubSpot avait augmenté de 133%. Donc, en fait, ça leur coûte énormément plus d'argent aujourd'hui qu'il y a 2-3 ans en arrière pour attirer de nouveaux clients. Et ça vaut pour eux comme pour leurs clients. HubSpot a écrit dans son rapport annuel, ça c'était en 2014, voilà ce qu'il déclarait. Nous croyons que le coût d'acquisition des clients est un indicateur de l'efficacité de nos programmes de vente et de marketing pour acquérir de nouveaux clients. Donc, en gros, ce coût d'acquisition des clients, c'est ce qui permet justement de vendre notre solution. Le fait de savoir qu'un nouveau client va coûter, je vais dire n'importe quoi, 5 euros, eh bien, je sais que je vais déclencher 5 euros, 15 euros, 50 euros, 100 euros, peu importe, mais je sais que ce coût d'acquisition d'un client, c'est une donnée importante à mettre dans la balance pour acquérir de nouveaux clients pour HubSpot parce que, ah ouais, ils peuvent faire en fait le parallèle avec ce qu'ils dépensent aujourd'hui pour acquérir de nouveaux clients. Malheureusement, HubSpot, ce coût d'acquisition de clients, il ne le donne plus. Alors, on peut émettre l'hypothèse évidemment que HubSpot a tout simplement cessé de publier ces données
Certainement parce que ça devenait un petit peu embarrassant de les partager. D'année en année, ce coût d'acquisition des clients a augmenté. La deuxième chose également, c'est que seulement un visiteur sur 400 provenant d'une requête SEO devient un client. Alors ça, c'est un chiffre qui fait peur. Enfin, je ne sais pas si vous imaginez. Ça veut dire un visiteur sur 400. Imaginons que vous ayez un trafic de 400 visiteurs par jour. Eh bien, il n'y en aura qu'un seul qui va peut-être éventuellement se convertir en client. C'est peut-être pas suffisant et ça veut dire qu'il faut commencer à acquérir un trafic important, très important même, pour commencer à avoir une entreprise viable. Tout dépend évidemment le prix de votre produit. Alors, je ne sais pas, vous, comment vous le vivriez, mais moi, si je possédais une entreprise qui avait plus que doublé son coût d'acquisition de clients, je pense que je serais vraiment, vraiment dans un état de panique incroyable. L'inbound marketing, le content marketing, ils sont vraiment supposés réduire les coûts d'acquisition des clients, pas les augmenter, vous comprenez? Donc, si HubSpot ne peut pas faire fonctionner son propre système, est-ce que l'inbound marketing et le content marketing sont une méthodologie marketing en fin de vie? On peut se poser la question de façon légitime, est-ce qu'en fait, on n'est pas en fait tout simplement en train d'arriver à la fin d'un modèle? Est-ce qu'on n'est pas en train de voir mourir l'inbound marketing et le content marketing? Alors, je vais mettre quand même bémol sur cet article, par ailleurs très, très pertinent. Néanmoins, je voudrais mettre quelques bémols. Si on reprend le cas de HubSpot, tout d'abord, si leurs coûts marketing sont très importants, on peut imaginer aussi que c'est pour eux la possibilité de saturer leur marché, d'être là, d'être hyper présent, vous comprenez, plutôt que de faire des efforts comme les autres entreprises, en fait, certainement qu'ils vont rajouter des tonnes de pubs, etc., pour être vraiment présents et être surabondés sur le marché, en fait. On peut également comprendre que le taux d'acquisition de clients a augmenté tout simplement parce qu'ils ont déjà atteint une majorité de leurs clients potentiels. Si je me compare à HubSpot, il y a de grandes chances que moi je suis une petite entreprise à côté d'eux là, et il est évident que j'ai pas touché tous mes clients potentiels. Eux, c'est juste une entreprise internationale aujourd'hui, et à peu près tout le monde les connaît, je pense, et tout le monde sait. En plus, tous ceux qui connaissent l'inbound marketing, généralement, connaissent HubSpot. Donc maintenant, il faut qu'ils arrivent à trouver des moyens supplémentaires, etc. Et certainement que ça augmente leur coût d'acquisition de nouveaux clients. Un autre point également, c'est que HubSpot a discrètement ajouté des publicités traditionnelles et des publicités numériques à son marketing mix. Au début, l'inbound marketing, l'idée c'était de ne pas utiliser de publicité du tout. Tout à fait entre nous, je pense que c'est une véritable erreur de ne pas mettre de publicité du tout. L'inbound marketing, c'est attirer effectivement de nouveaux clients au travers de contenus utiles. Néanmoins, on sait qu'aujourd'hui, il est souvent nécessaire de propulser ce contenu ou propulser nos produits vers l'avant grâce à de la publicité. L'inbound marketing n'empêche pas ce qu'on appelle l'outbound, c'est-à-dire la publicité traditionnelle. On peut utiliser tous les deux. C'est bête de n'utiliser qu'un seul levier, vous comprenez. Si on est dans une barque, j'ai une rame à ma droite, une rame à ma gauche, et je veux utiliser les deux. Si j'utilisais les deux, non seulement j'irai plus vite, mais j'irai dans le bon sens. Si j'en utilise qu'une, j'irai moins vite, et en plus, je tournerai en rond. Donc voilà, il est certainement très intéressant d'utiliser les deux en même temps, la publicité traditionnelle et le content marketing habituel. Ensuite, il y a une concurrence de contenu. Ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que HubSpot, aujourd'hui, il y a quantité de concurrents, en fait, qui ont repris, en fait, la technique de l'inbound marketing et qui inondent le marché de contenu. Il y a une saturation de contenu et du coup, le fait que quantité de gens d'entreprises plutôt, partagent sur le marketing de contenu, eh bien, le coût de la concurrence par contenu augmente et les avantages évidemment diminuent. Évidemment, si on est, je sais pas, 3000 entreprises à publier sur le content marketing, eh bien, il va être beaucoup plus difficile de se positionner sur sur la première page de Google que si on est 5, 10, 15, 30 entreprises. Vous comprenez le principe? Voilà, on arrive à ce qu'on appelle une saturation des médias.
Aujourd'hui, Internet souffre de trop de contenu. Ça peut paraître paradoxal, mais on vit vraiment une époque où on a trop de contenu. Alors, je ne sais pas si vous voyez le petit schéma là à droite de ma diapositive, mais si on se positionne tout à fait à gauche, on pourrait voir la naissance d'Internet. En gris, les barres grises, c'est la consommation de contenu. On voit qu'au début, il y a une consommation de contenu qui est modérée et en jaune, cette courbe jaune, c'est la création de contenu. Évidemment, Internet est un nouveau média, donc il y a peu de création de contenu, il y a encore peu d'acteurs engagés, quels que soient les domaines d'activité, il y a encore peu de gens en fait connectés, il y a encore peu de gens, peu d'entreprises qui créent du contenu, peu de médias en ligne, etc. Donc, on a une attente de contenu qui est supérieure à l'offre. D'accord? Et puis, on voit au fil des années, jusqu'à arriver jusqu'à aujourd'hui, on voit que l'attente, la consommation de contenu a augmenté jusqu'à arriver à un certain seuil qu'on ne peut pas vraiment dépasser parce que tout simplement les usages ne le permettent pas. Hein, on voit qu'au début, les gens avaient certainement un ordinateur fixe et puis peut-être qu'ils se connectaient, pour les plus anciens d'entre vous, vous avez peut-être connu ça, vous savez, avec le CD AOL, là, et puis ça coûtait juste un bras de se connecter à Internet. Donc peut-être que effectivement les gens se connectaient très très peu. Et puis avec le temps sont arrivées les premières connexions illimitées, merci Free. Et puis ensuite, non seulement on a eu des connexions illimitées, mais on a eu des connexions sur divers appareils. Aujourd'hui, on se connecte sur son ordinateur portable, on se connecte sur sa tablette, sur son smartphone. Et donc on a une attente de consommation qui est supérieure à celle qu'on pouvait avoir il y a 10 ou 15 ans en arrière. Aujourd'hui, effectivement, vous vous levez, souvent les gens se lèvent le matin, ils prennent leur smartphone et puis ils vont être présents sur les réseaux sociaux ou bien sur Internet, ils vont rechercher du contenu. Après, ils rentrent dans les transports en commun, bam, hop, ils continuent de consommer du contenu. Ensuite, peut-être qu'ils effectuent des recherches sur leur lieu de travail et puis ça entraîne une consommation de contenu encore. Et puis, ils rentrent chez eux le soir et puis devant la télé, alors qu'ils suivent leur série ou leur émission préférée, eh bien, ils vont continuer encore à consommer du contenu et encore du contenu et encore du contenu. Mais vous comprenez qu'en fait, on n'a que 24 heures par jour et un temps quand même relativement limité. Et la consommation de médias que l'on a aujourd'hui, la consommation de contenu, elle ne pourra pas évoluer davantage que ça. C'est juste pas possible en fait. On est arrivé à un seuil critique. Pourtant, on voit que la courbe jaune, elle continue d'augmenter. La création de contenu augmente année après année et en fait, on a plus de contenu que de demandes de consommation de contenu. Donc, on arrive à une saturation des médias. Le content marketing, aujourd'hui, il est tellement populaire qu'il y a 88% des spécialistes du marketing B2B en Amérique du Nord qui l'utilisent. Alors, vous allez me dire, c'est en Amérique du Nord. Aujourd'hui, en France, on n'en est pas là. Mais c'est de toute façon une tendance vers laquelle on va. Donc, il est évident qu'on arrive également en France sur une saturation de contenu dans à peu près tous les secteurs. En moyenne, les entreprises B2B ont consacré 28% de leur budget marketing total au marketing de contenu en 2016. 28%. Et 51% de ces entreprises prévoyaient d'augmenter leur budget de marketing de contenu en 2017. Donc, on n'a encore pas les chiffres en 2017, mais ce budget a augmenté encore. Ça veut dire qu'on produit de plus en plus de contenu. Et je vais vous donner un chiffre qui va peut-être vous choquer, mais il y a 27 millions de contenus qui sont partagés en ligne quotidiennement. Chaque jour, il y a 27 millions d'articles, vidéos qui sont partagés sur Internet. Alors, comment trouver sa place au milieu de tout ça? Vous imaginez, pour faire connaître son contenu, aujourd'hui, les efforts sont bien plus importants et bien plus compliqués qu'il y a 5 ou 10 ans en arrière. Je me souviens il y a une quinzaine d'années maintenant en arrière, lorsque j'ai lancé l'un de mes premiers sites. C'est un site sur le cinéma, un site de critique cinématographique. J'aime beaucoup le cinéma et à l'époque, je m'étais vraiment investi là-dedans. Et donc, je publiais des critiques, je recevais tous les DVD qui sortaient sur le marché. J'ai fait d'ailleurs, si on parle de saturation de médias, moi j'ai fait une saturation de cinéma. Mais je voyais tous les films, etc. J'écrivais des critiques, etc. Et à l'époque, on n'avait pas les réseaux sociaux.
Le SEO était loin d'être la science qu'il est devenu aujourd'hui. Et puis, en fait, on arrivait, malgré quelques grands acteurs qui existaient déjà à l'époque, on arrivait quand même à se positionner super bien sur les moteurs de recherche sans faire de grandes études SEO, etc. En fait, on arrivait à se positionner quand même assez facilement. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. Et si je devais relancer un site sur le cinéma aujourd'hui, certainement que j'aurais des difficultés énormes à pouvoir me positionner dans les premiers résultats. Ce serait un exercice tout à fait différent de ce que j'ai pu vivre il y a une dizaine d'années. Alors c'est vrai qu'il y a quelques années, on pouvait écrire quelques articles de blog, les partager sur les réseaux sociaux et puis compter sur le SEO pour générer un engouement, pour générer une communauté. C'était suffisant. Désormais, c'est un peu plus complexe. Bah, tout simplement parce que les réseaux sociaux n'apportent plus autant de trafic. Si vous utilisez Facebook, vous savez aujourd'hui que son algorithme nous pousse chaque jour davantage à utiliser sa solution publicitaire Facebook Ads. Hein, c'est vraiment devenu leur cheval de bataille. En fait, on donne de moins en moins de portée organique aux pages de façon à les encourager à verser de l'argent pour la solution publicitaire de Facebook. LinkedIn, c'est à peu près la même chose. Et donc, les algorithmes des réseaux sociaux visent à décourager les liens qui génèrent du trafic entrant vers un site d'entreprise. Alors, on peut le comprendre. Hein. Facebook, aujourd'hui, son but, en fait, c'est que les utilisateurs du réseau social soient captifs de leur réseau. Et donc, quand vous publiez un lien qui pointe vers un article sur votre site, en fait, ça prend l'utilisateur et ça l'emmène ailleurs. Et ça, Facebook n'aime pas. Facebook, il veut garder ses utilisateurs captifs. Si vous les pointez ailleurs, eh bien, ça va bloquer Facebook. Donc, en fait, il vise à donner de moins en moins de visibilité aux publications qui contiennent un lien et qui pourraient envoyer l'utilisateur ailleurs. D'ailleurs, c'est pour cette raison qu'on a tendance à utiliser, vous savez, alors le nom m'échappe là tout de suite, mais ah oui, les instant articles. Vous avez cette possibilité de publier, en quelque sorte, de partager sur Facebook ces articles. Alors, ils sont toujours comptabilisés comment en SEO. Hein. Vous allez toujours voir s'incrémenter votre compteur de visite, il n'y a pas de souci. Mais par contre, ils sont visibles extrêmement rapidement sur le réseau social parce qu'ils dépouillent votre article de tous les CSS, de tous les trucs qui peuvent ralentir votre site, les JavaScript, etc. Il les dépouille totalement et dans sa solution, eh bien, il va afficher votre article dépouillé de tout ça pour les utilisateurs mobiles. Ça permet d'être captif de Facebook, de délivrer votre contenu sans que l'utilisateur s'en aille. Voilà. Donc, si vous voulez que Facebook vous amène du trafic, retenez en gros que vous allez être obligé de payer. Pour le SEO, si on reprend le SEO aujourd'hui, on sait tous qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. C'est évident. On a une page avec 10 propositions. S'il y a une forte concurrence dans votre secteur d'activité, il est juste évident qu'il va y avoir une bataille incroyable pour arriver dans les 10 premiers résultats. Donc, il y a extrêmement de concurrence. Il y a aussi la publicité sur les moteurs de recherche. On pourrait parler de Google AdWords, par exemple. Mais elle subit également grosso modo le même souci. Il y a énormément de concurrence. Bon, après, ça dépend des secteurs d'activité, bien évidemment, mais il y a beaucoup de concurrence sur les AdWords. Il y a les prix qui augmentent. Hein, cette concurrence, elle fait que les prix sur les mots-clés augmentent. Et puis, si il y a une forte concurrence et si les prix augmentent, eh bien, on peut tout simplement comprendre que l'effet, l'impact diminue. C'est juste une évidence. Il y a énormément de concurrence, il y a des prix qui augmentent, donc l'effet de vos publicités, si vous n'êtes pas capable de verser un budget énorme, eh bien l'effet va tout simplement diminuer. Et donc ça entraîne un coût par client plus élevé. Alors vous allez me dire, ouais, c'est super, mais effectivement, le content marketing m'a l'air tout à fait mort. Alors fort heureusement, pas tout à fait, mais
Aujourd'hui, s'il est difficile en fait de bien se positionner et d'être efficace avec son content marketing, c'est souvent parce qu'on a tendance à proposer des contenus trop pauvres ou trop semblables, trop identiques. Euh, la réalité, c'est que la plupart des entreprises n'ont qu'un nombre limité d'histoires à raconter ou de sujets à aborder. De sorte que le contenu que vous produisez est souvent une variante d'un contenu déjà existant et qui ciblait un public différent. Si vous téléchargez, si vous êtes comme moi et que vous téléchargez de temps en temps des livres blancs, vous savez certainement de quoi je parle. Il y a trop de contenu aujourd'hui, des livres blancs, mais aussi des articles qui sont simplement une suite de mots-clés pour générer un remplissage de formulaire, vous savez, et l'arrivée d'un énième prospect dans une base de données. Pour de nombreuses organisations, le marketing de contenu est devenu une course vers le bas en termes de qualité de contenu. En fait, le but, c'est de produire un maximum, mais de contenus qui ne sont pas intéressants. Alors, on publie des articles, du snack content, vous savez, des articles de 300 à 500 mots, mais qui sont peu pertinents, qui ne fonctionnent pas bien. Et du coup, on se dit, le content marketing ne fonctionne plus. Bon, la réalité, c'est qu'il y a encore une place. Mais il faut se souvenir pour qui on écrit. Euh, Ça, c'est particulièrement un défaut qu'on peut trouver chez mes semblables, là, chez tous les marketeurs, sur tous les sites qui publient des contenus sur le marketing, sur le web marketing, etc. Tous, pour la plupart, on a cette tendance, et moi le premier, hein, je me mets vraiment dans dans ce groupe-là, on a tendance à écrire parfois trop des articles qui se ressemblent trop. Si on regarde plusieurs sites là qui publient du site sur le web, qui publient des contenus sur le web marketing, on se rend compte que tout le monde publie grosso modo la même chose. Il y a une modification sur Facebook, bam, tout le monde publie un article sur cette modification sur Facebook. Le gros problème, c'est que vous rentrez dans une concurrence juste hallucinante et il va être très difficile bien, de bien se positionner. Donc, euh, apprenez vraiment à écrire des contenus qui soient originaux et pas pauvres, qui apportent véritablement des solutions, qui traitent un sujet de fond en comble. Mais on va en reparler un petit peu plus loin dans notre présentation. Et là, j'aimerais qu'on apporte quelques petites questions. Comment faire du content marketing avec des résultats? Et on va voir ça tout de suite au travers de quelques points. Tout d'abord, il est important de revenir aux sources. Le marketing de contenu, on va reprendre la définition ensemble si vous voulez. Le marketing de contenu est une technique marketing de création et de distribution de contenu précieux, pertinent, cohérent pour attirer et acquérir un public clairement défini dans le but de générer une action client rentable. Alors, qu'est-ce que ça veut dire cette définition exactement du content marketing? Déjà, on peut retenir plusieurs éléments. Le marketing de contenu est une technique marketing de création et de distribution. Quand vous avez créé votre article, en fait, vous avez fait moins de la moitié du travail, en fait. La réalité, c'est que créer du contenu, c'est super, c'est vraiment très, très bien, mais après, il va falloir le distribuer, il va falloir le partager. Alors, comment on partage un article? Eh bien, vous vous en doutez, on va pouvoir utiliser les réseaux sociaux, même si on a vu tout à l'heure que en, en portée organique, on n'a pas quand même des résultats fabuleux, on ne touche pas toute son audience, mais tout de même, utilisons la portée organique que Facebook, Twitter, LinkedIn, etc. nous proposent. Utilisons tout de même cette portée, cette audience. N'oubliez pas Google+, vous allez me dire, ouais, mais Google+, ça fonctionne pas très très bien, c'est un petit peu Waterloo, Morne-Plaine, c'est un grand désert, il n'y a personne. C'est pas faux. C'est une réalité. Google Plus n'entraîne pas un engouement fabuleux auprès des internautes. Néanmoins, parfois, on a nos liens, vous savez, votre publication Google+, qui partage votre article, peut très bien se positionner en SEO. Et parfois, quand votre article peine à se positionner dans les premiers résultats, eh bien, votre publication Google+, elle peut se positionner plutôt bien et vous apporter du coup une visibilité totalement pertinente. Donc, on crée du contenu, mais surtout, on pense à le distribuer. On peut le distribuer également au travers de notre newsletter. On peut le distribuer au travers de toutes sortes de canaux que vous avez à votre disposition. Partagez, faites connaître votre contenu. Ce contenu, il doit être précieux, pertinent, cohérent. Alors oui, en fait, créer du contenu, ça demande du temps. Quand on n'y passe pas beaucoup de temps, généralement,
c'est qu'on n'y apporte pas la qualité, vous savez, qu'on devrait y apporter. Euh, Réfléchissez toujours aux besoins de votre cœur de cible. Qu'est-ce qu'ils peuvent attendre de vous? Qu'est-ce que vous pouvez leur apporter comme solution pour que ça puisse les amener à cliquer sur ce lien? De quoi ont-ils besoin? Qu'attendent-ils de vous? Et même une fois qu'ils ont acheté votre produit, parce que souvent on arrête le content marketing uniquement, on le destine uniquement à l'acquisition de nouveaux clients, mais la réalité c'est que le content marketing est également un excellent outil pour pérenniser un client, pour le garder, pour le fidéliser. Donc, dans ces cas-là, le content marketing, vous allez pouvoir créer du contenu et essayer de vous mettre dans la peau de votre client et vous dire de quoi il a besoin. Il ne me connaît pas, peut-être qu'il n'a pas l'idée encore précise de ce qu'il veut, peut-être même qu'il n'a pas conscience en fait de la solution que vous pouvez lui apporter, et il va falloir réfléchir à sa place. Qu'est-ce que vous êtes en mesure de lui apporter? Et vous écrivez votre article dans cette base-là. Et on va voir tout à l'heure un petit peu comment. Le but, c'est d'attirer et acquérir un public clairement défini. Alors ça, c'est vraiment un des gros points forts du content marketing et souvent un des écueils auxquels se heurtent la plupart des entreprises, c'est que le public n'est pas clairement défini. Et ça aussi, on le reverra tout à l'heure. Il faut savoir pour qui vous écrivez, dans le but de générer une action client rentable. Alors ça, on l'oublie beaucoup trop souvent. C'est bien beau d'écrire des articles, mais en fait, si vous écrivez juste des articles ou si vous faites des belles vidéos sur YouTube, etc., et que vous ne rencontrez aucune action, même si votre contenu est de qualité, mais qu'il n'y a aucun impact, aucun engagement auprès de votre cible, c'est que peut-être vous ne lui indiquez pas ce que vous attendez d'elle. N'hésitez pas à utiliser des boutons de call to action, des boutons pour engager, des petits formulaires à remplir, etc. Mais faites-le, s'il vous plaît, avec du contenu de valeur, vous comprenez, parce que je ne sais pas si vous êtes devenu comme moi, en tout cas, j'ai tendance à être un petit peu méfiant avec tous ces programmes aujourd'hui, parce que je sais que dès que je vais télécharger un truc sur Internet, dans un domaine que je ne connais pas bien, eh bien, ça va m'engager dans une newsletter où je vais recevoir jour après jour du contenu qui n'est pas forcément pertinent, qui ne m'intéresse pas. Moi, je voulais juste, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, mais voilà, je voulais juste me renseigner dans un domaine en particulier. Et là, jour après jour, je vais recevoir des mails et ces mails ne m'intéressent pas parce que tout simplement, la personne qui a créé cette chaîne d'emails, eh bien, n'a pas compris qui j'étais, n'a pas compris mes besoins, vous comprenez? Donc, il est vraiment important de bien se glisser dans les chaussons de son client, de bien se glisser dans la peau de son lead potentiel. Voilà, dans le but de générer une action client rentable. Donc, souvenez-vous, on crée du contenu dans le but de générer une action. Ce but, cette action, vraiment, c'est le plus important. On n'écrit pas pour être lu, enfin, bien sûr que si, mais on écrit surtout pour générer un chiffre d'affaires. On écrit pour que dans 5 ans, notre entreprise, elle existe encore. Alors, on va voir au travers d'une série de questions, eh bien, j'aimerais un petit peu vous bousculer peut-être dans votre pratique du content marketing et voir ensemble, eh bien, si ce que vous faites aujourd'hui est cohérent. Le contenu que vous créez et que vous distribuez à vos clients est-il différent de tout ce qui existe ailleurs? Alors ça, c'est vraiment une question pertinente et une question importante. D'ailleurs, si on regarde dans mon secteur d'activité, celui du web marketing, on va dire, au sens large, eh bien, on verra que la plupart d'entre nous, et ça c'est vraiment triste, et moi le premier, j'ai aussi tendance à tomber dans cette facilité-là. Comment vous expliquer ça? Mais on a tendance en fait à écrire du contenu, non pas pour notre cible, mais par rapport à nos concurrents. Vous savez, comme si on faisait une course à celui qui était le plus expert, le plus compétent dans son domaine. On essaye de montrer en fait toute notre expertise. Alors c'est important de montrer son expertise. Il faut que votre client comprenne effectivement que vous êtes quelqu'un de tout à fait valable et compétent dans votre domaine. Néanmoins, si vous écrivez des articles que votre client potentiel n'est pas capable de comprendre, eh bien certainement que vous tirez à côté de votre cible en fait. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, il y a quelques années aux Jeux Olympiques, alors je suis nul en sport, je suis désolé, c'est cette activité, vous savez, où vous courez, vous nagez, ensuite il y a du tir, etc. Alors je ne me souviens plus comment ça s'appelle, je suis désolé. Néanmoins, un gars là
c'était il y a quelques années en arrière, est super bon. Il remporte la course, ensuite il est à la nage et puis il est super bon. Et en fait, il arrive à la fin de la course, il est premier sur tous ses adversaires, il est premier sur tous les concurrents et il a même quelques minutes d'avance. Et là, en fait, il prend son fusil, il vise la cible et quand il tire, il tape en plein cœur, mais ça ne sonne pas. Et en fait, le grand drame, en fait, c'est que malgré toute son avance, il a tiré pas dans sa cible, mais il s'est trompé de cible et il a tiré dans celle de son concurrent qui devait être juste à côté. Il a loupé sa cible. Le gars était super bon. Tout ce qu'il faisait était juste excellent. Il était surentraîné. Il était au-dessus des autres. Il avait une longueur d'avance sur tous ses concurrents. Néanmoins, il a perdu tout simplement parce qu'il s'est trompé de cible. Et c'est vraiment un exemple, quand je l'ai lu dans un livre un jour, là, ça m'a vraiment parlé et je me suis rendu compte que dans mon marketing de contenu, eh bien trop souvent ça m'arrivait. J'écrivais comme si j'essayais de recevoir, vous savez, comment dire, la reconnaissance de mes pairs, vous comprenez l'idée. Et quand on écrit comme ça, en fait, peut-être que vous allez devenir un leader d'opinion ou même un influenceur de votre domaine. Mais ne vous trompez pas d'objectif. Est-ce que votre objectif, c'est de devenir un leader d'opinion? Et d'ailleurs, si vous le faites bien, vous pouvez faire les deux. Vous pouvez acquérir des clients et devenir un leader d'opinion. Mais quel est votre objectif principal? Si c'est devenir un leader d'opinion, il n'y a pas de problème avec ça. Vous pouvez chercher la reconnaissance dans votre secteur, essayer de vous hisser tout en haut de vos concurrents en termes d'expertise. Et il n'y a rien de mal à ça. D'accord? Vous allez être invité à toutes sortes de conférences, vous allez peut-être faire des webinaires comme je suis en train de faire ce matin. Et effectivement, vous allez acquérir une certaine notoriété. Mais quel est votre but principal? Devenir et être reconnu dans votre secteur d'activité ou bien générer un chiffre d'affaires qui permette à votre entreprise de subsister. Moi, mon choix, il est tout fait. C'est effectivement que mon entreprise continue. Vous comprenez? Si je veux faire des conférences à travers le monde, etc., mais que mon entreprise ne fonctionne pas, c'est un petit peu dommage et ça prouvera que je ne suis pas si expert que ça. Donc, ne vous trompez pas. Est-ce que le contenu que vous créez, que vous distribuez à vos clients est vraiment différent de tout ce qui existe ailleurs? Posez-vous bien cette question. Ne créez pas un contenu qui ressemble comme deux gouttes d'eau à celui que créent tous vos concurrents. Soyez sûr de taper dans le mille, en fait. Pourquoi vos clients devraient-ils s'intéresser à votre newsletter, votre blog ou votre vidéo? Est-ce qu'ils doivent vraiment d'ailleurs s'y intéresser? Ce que vous écrivez, est-ce que ça s'intéresse vraiment à eux? En fait, pour que vos clients s'intéressent à vous, il faut que vous vous intéressiez à eux. C'est vraiment la base en fait. Il est impossible en fait il est tout simplement impossible d'intéresser une clientèle, une cible à ce que vous produisez comme contenu si vous ne vous êtes pas intéressé à eux. Quelle valeur vous apportez? Quelle valeur vous apportez dans votre contenu? Moi, il y a quantité de newsletters que j'ouvre même pas et que je supprime. Et quand au bout de la 10e réception ou la 15e réception d'email, quand j'en ai marre, en fait, je finis par me désabonner. Alors certainement que vous faites pareil là. Mais tout simplement, pourquoi le fait-on? On le fait parce que notre newsletter n'est pas suffisamment, la newsletter n'est pas suffisamment intéressante. Pourquoi les gens ne vont pas au bout d'une vidéo? Peut-être parce que le rythme est trop lourd, parce que on a du mal à aller jusqu'au bout, parce que c'est trop long, parce que le contenu ne nous intéresse pas, il ne répond pas à notre question. Pourquoi votre blog, votre article n'est pas lu? Peut-être parce que vous ne répondez pas véritablement aux questions de votre cible. Pour qui écrivez-vous votre contenu? Alors, je vous disais tout à l'heure, on a tendance à l'écrire pour des concurrents, et ça, c'est vrai, et c'est vraiment hyper triste de faire ça. Écrivez vraiment pour vos clients et vos prospects. Alors, comment on fait ça? Eh bien, essayez de faire la somme de tous vos clients aujourd'hui. Qui sont-ils? Il y a de fortes chances que les clients qui vont vous rejoindre dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent, ressemblent pour beaucoup aux clients que vous avez déjà. Il y a des profils, vous savez, qu'on a tendance à retrouver. Alors, essayez de capter en fait qui sont ces personnes, essayez de les identifier, de les comprendre, de vous glisser dans leur peau. Et puis, vous allez créer des fiches, ce qu'on appelle des personas. Et ces personas, en fait, ce sont des fiches types de vos clients favoris, de vos clients préférés, de ceux qui sont les meilleurs dans votre secteur.
faites des fiches comme ça et puis essayez de comprendre leurs usages. Qui sont-ils? Alors, vous allez mettre un nom, un prénom, vous allez mettre une photo, vous allez mettre son âge, vous allez mettre ses habitudes de consommation, par exemple. Vous allez mettre peut-être la tonalité qu'ils attendent de vous dans vos écrits, en fait, et dans vos vidéos. Quelle est la tonalité que vous adressez à vos clients? Vous voyez, si vous écrivez d'une façon un petit peu pompeuse et avec un langage trop élevé, alors que c'est plutôt, je sais pas, des gens qui s'attendent à un langage plus populaire, plus accessible, eh bien, vous allez perdre votre audience. Donc, glissez-vous dans leurs chaussons. Et puis, vos clients ne se ressemblent pas tous. Peut-être que certains sont des dirigeants de grandes entreprises. Peut-être qu'il y a des patrons de PME. Peut-être que ce sont des particuliers. Et si ce sont des particuliers que vous êtes en B2C, eh bien, peut-être qu'eux aussi ont des attentes différentes. Peut-être que vous avez des gens âgés qui s'intéressent aux nouvelles technologies. Vous vendez un produit de nouvelles technologies. Et peut-être que vous avez des personnes âgées, des étudiants, des adolescents, des trentenaires, etc. Tous n'attendent pas la même chose de votre part, vous comprenez? Donc, il va falloir vraiment écrire du contenu qui va s'adapter à chacun d'entre eux. Quand vous écrivez un article ou quand vous créez une vidéo, prenez une des fiches que vous avez rédigées. Il y a des articles sur mon blog Squid Impact sur les personas qui vous donnent toute la procédure en fait pour créer une fiche persona qui soit efficace et utile. N'hésitez pas à vous y référer. Et vraiment, ça va vous permettre en fait de dire, tiens, là je prends telle personne, il s'appelle, je vais dire n'importe quoi, Richard. Richard, il a 55 ans. Richard, il utilise un smartphone, etc. Il est connecté, mais par contre, il n'a pas une grande connaissance des nouvelles technologies. Donc, je vais utiliser des mots simples et je vais lui écrire un article. Et là, en fait, votre article va être véritablement ciblé. Autre point, votre content marketing est-il inscrit dans une stratégie globale d'inbound marketing? Ça, c'est vraiment la grande question. Vous comprenez que en fait, l'inbound marketing, c'est comment dire, c'est ce qui donne du sens à tout votre web marketing. L'inbound marketing, c'est ce qui réunit en fait toutes les disciplines du marketing sur Internet aujourd'hui. Je m'explique. Si vous faites du SEO tout seul, eh bien, certainement, vous allez attirer des gens sur votre blog. Mais ce ne sera pas suffisant parce que vous n'aurez pas la portée des réseaux sociaux, etc. Vous comprenez? Si vous faites uniquement des réseaux sociaux, ben, c'est très bien, mais vous serez absent sur Google. Si vous êtes présent sur les réseaux sociaux, mais que vous n'avez pas de blog, eh bien, vous allez partager certainement sur vos réseaux sociaux des articles qui proviennent d'autres blogs, en fait, et certainement peut-être les blogs de votre concurrent. Donc, vraiment, il est important d'inscrire le content marketing dans votre stratégie globale d'inbound marketing. Donc, on crée du contenu, mais on est présent sur les réseaux sociaux. Et puis, peut-être qu'on a une chaîne YouTube. Et puis, on a une séquence de newsletters pour permettre à nos leads de nous suivre et puis de se convertir. Et puis, on va optimiser son site également. On va optimiser le site Internet de façon à ce qu'on ait des outils à leur proposer pour convertir nos clients, etc. Donc, c'est vraiment une stratégie globale. On ne peut pas juste écrire des articles sur un blog pour générer des clients. Ça ne fonctionne pas. Il faut vraiment inscrire tout ça dans une stratégie globale d'inbound marketing. Voilà. Si vous voulez que ça fonctionne, plus que jamais, puisqu'on est on l'a vu depuis le début, là, dans une période de forte concurrence sur le content marketing, plus que jamais, mesurez. Mesurez tous vos efforts, mesurez chaque article que vous écrivez, chaque vidéo que vous faites, mesurez l'interaction que ça a produit, mesurez le nombre de partages, mesurez le nombre de vues, mesurez le nombre de fois que votre article a été visité, mesurez son impact en SEO, mesurez toutes ces choses. SEMrush est un excellent outil pour ça, n'hésitez pas à l'utiliser, n'hésitez pas également à l'utiliser. SEMrush est un excellent outil dont je me sers souvent, vous savez, pour voir, je vais taper un mot-clé par exemple, et puis ce mot-clé va me permettre de voir ce que la concurrence a déjà écrit et quels sont les articles qui se positionnent le mieux. Alors, je vais juste sortir de ma présentation 2 secondes, juste pour vous montrer un exemple. Là, je suis sur SEMrush et puis j'ai simplement, alors j'ai mis un mot-clé très générique, j'ai juste mis Content Marketing. Je vois le volume de recherche organique, je vois le nombre de résultats existants. Et là, effectivement, je me rends compte que le nombre de résultats est bien largement supérieur au nombre de recherches mensuelles. Ça veut dire qu'il y a une quantité de contenu, il y a une saturation de contenu super importante sur Google par rapport au content marketing. Donc, ça veut dire qu'il va falloir que je sois malin si je veux bien me positionner. On voit également que le coût par clic
sur AdWords et de 5 $. Et voilà, donc ça veut dire quand même qu'il y a une certaine concurrence et que si je veux faire du AdWords, eh bien, il va falloir que je sois prêt à débourser. Et ce qui est intéressant surtout, c'est tous ces mots-clés que SEMrush va être capable de vous donner. Quels sont les mots-clés que les utilisateurs tapent et comment ça peut vous aider au quotidien. Donc, utilisez cet outil, enfin, n'hésitez pas à le tester. Déjà, rien qu'avec la version gratuite, on peut déjà tenter énormément de choses et voir les tendances qui se dégagent. Vous pouvez également voir quels sont les mots-clés associés, etc., quels sont les contenus produits par vos concurrents. Alors, ça, c'est voilà, dans Vue d'ensemble. Si là, je vais dans Vue d'ensemble, on va pouvoir voir quels sont les contenus. Le temps que ça arrive. Voilà. Voilà, là on a des mots-clés de correspondance et puis on voit les résultats de la recherche organique. Quels sont les articles qui se positionnent le mieux? Et puis ben là, si on est un petit peu malin, on va essayer de voir ce que fait la concurrence. On va essayer de comprendre comment ils se sont positionnés. Et puis en fait, on va juste essayer de faire mieux. Excusez-moi, je vais boire un coup, j'ai la gorge sèche. Donc, analysez ce que fait votre concurrence. Analysez également ce que vous faites et comment ça fonctionne. Quand un article fonctionne vraiment bien, essayez de reproduire ce schéma. Essayez de comprendre pourquoi cet article a bien fonctionné. Certainement qu'il a su toucher votre public d'une façon particulière. Essayez aussi de réfléchir au fait que souvent, dans le content marketing, on a tendance à être trop, comment dire, peut-être trop technique, etc. N'hésitez pas à aller chercher vos clients sur le terrain des émotions. Il faut savoir créer du contenu qui va faire plus que de toucher et d'aider techniquement vos clients, mais peut-être créer du contenu qui va susciter des émotions. Quand vous arrivez à toucher les émotions, les gens se souviennent de vous. Si je vends des appareils photo, c'est bien de parler du nombre de mégapixels, de l'ouverture, du capteur, de je ne sais quoi. Tout ça, c'est génial. Mais en fait, ça va toucher les plus technophiles de vos clients. Et en fait, vous allez, il y a toute une tranche de votre public que vous n'allez pas toucher. En fait, jouer sur le terrain des émotions. Un appareil photo, c'est quoi? C'est un fabricant de souvenirs. C'est ce qui va vous permettre de garder le souvenir de votre enfant qui fait ses premiers pas, de vos vacances en Grèce ou de je ne sais quoi. Vous allez pouvoir immortaliser des moments de votre vie. Voilà ce que c'est un appareil photo. C'est un immortaliseur je ne sais pas si ça se dit, de moments clés de votre vie. Donc, ne vendez pas un appareil technique ou je ne sais quoi, mais vendez plus que cela. Si vous vendez un service, montrez à l'utilisateur eh bien, ce que ça va lui apporter dans sa vie de tous les jours, plus que l'aspect technique en lui-même, télécharger une application ou je ne sais quoi. Montrez-lui ce que ça va lui apporter dans sa vie de tous les jours. Je reviens là-dessus. Si je dois vendre du web marketing à des gens qui n'y connaissent pas grand-chose, à un patron de PME par exemple, et là il est important de bien cibler son article, eh bien peut-être que, parce que lui il a toutes sortes de choses en tête et puis la communication est un élément parmi tant d'autres, eh bien peut-être qu'en fait il va être important pour vous comment dire, de balayer tout le vocabulaire technique et de dire, par exemple, plutôt que de dire comment se positionner en SEO dans les pages, dans les SERP de Google, etc., plutôt que d'utiliser un terme technique comme ça, simplement faire un titre très basique comme comment se faire connaître sur Internet. Au moins, ça répond directement à la question de cet utilisateur avec certainement les mots que lui-même emploierait. Ciblez, 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 et puis distinguez-vous. Créer un contenu, on l'a vu tout à l'heure, créer un contenu qui vous permette vraiment de vous différencier de la concurrence. Analysez ce qu'elle fait, regardez ses vidéos, regardez ses articles. Je parlais il y a pas très longtemps avec un chauffagiste là, et puis je lui demandais en fait, mais qu'est-ce que tu publies sur ton site, qu'est-ce que tu publies sur ta chaîne YouTube? Il avait une chaîne YouTube, etc. En fait, la seule chose qu'il partageait, les seuls éléments qu'il présentait, c'était des éléments qu'il n'avait pas fabriqués lui-même, mais des vidéos et des articles qui venaient en fait du site du fabricant. Vous savez, un fabricant de chaudières, un fabricant de toutes sortes de choses. Je ne connais pas grand-chose dans ce domaine, mais des robinets, des choses comme ça, de la robinetterie et tout. En fait, il partageait des articles et des vidéos qui venaient du fabricant
Le problème, c'est que tous ses concurrents font déjà ça, vous comprenez, et il a tout intérêt, en fait, ce chauffagiste-là, eh bien, à commencer à créer du contenu qui soit pertinent et qui lui permette de se distinguer de ses autres, de ses concurrents. Ce qui peut vous permettre de vous distinguer également, c'est le ton que vous allez employer. Si tout le monde est hyper sérieux, n'hésitez pas peut-être à être un petit peu décalé. Peut-être que vos utilisateurs ne viennent pas chercher une documentation technique, mais peut-être juste un moment pour se divertir. N'hésitez pas, auquel cas, à leur proposer du contenu qui va les divertir. Distinguez-vous, c'est vraiment super important. Essayez vraiment d'imposer votre patte dans votre content marketing. Et là, vous obtiendrez des résultats. Alors, quand est-ce que le content marketing fonctionne sans problème? Eh bien, on va le voir ensemble. Il y a 4 points là où vraiment on est sûr que ça fonctionne dans tous les cas. Et si vous êtes dans un de ces 4 cas, ça fonctionnera pour vous. Si vous êtes dans un nouveau secteur d'activité mal documenté sur Internet, vous êtes dans un domaine qui vient d'exister, quelque chose qui est en train de naître, une nouvelle activité, imaginons la robotique ou quelque chose comme ça, la robotique pour les particuliers, eh bien, vous êtes un tout nouvel acteur dans un tout nouveau secteur d'activité. Donc, n'hésitez pas à produire du contenu. Et j'ai même envie de dire, publier du contenu en masse parce que vous êtes un des premiers. Et vous savez que Google va avoir tendance, eh bien, si vous êtes le premier et à fournir du contenu de qualité de façon importante, eh bien, à vous distinguer et vous allez devenir une sorte de référent dans votre secteur en termes de SEO et sur les réseaux sociaux. Si vous êtes dans une situation où les concurrents ne créent pas ou peu de contenu, eh bien là aussi, allez-y, inondez votre blog, inondez YouTube, créez du contenu de qualité, ciblé, contenu, qualité, etc. Je n'ai pas arrêté d'en parler, mais c'est vraiment important. Et si vous faites ça, vous allez vous distinguer. Si vous êtes dans un secteur où il y a très peu de concurrence, eh bien, soyez présent. On a envie de dire, s'il y a très peu de concurrence, eh bien, j'ai pas besoin de créer du contenu parce que de toute façon, on va se tourner vers moi. Sauf que c'est pas forcément le cas. S'il y a très peu de concurrence, on peut quand même trouver le peu de concurrents que vous avez. Donc, n'hésitez pas à créer du contenu et à faire la différence. Et enfin, si vous êtes, et j'espère que c'est votre cas, et j'espère que c'est ce que vous allez développer dans le temps, si vous êtes une entreprise qui offre un contenu sensiblement et durablement différent de ses concurrents. Et puis si vous reprenez chacun des points que j'ai amenés dans cette présentation depuis le début, eh bien, vous allez marquer une véritable différence. Si vous créez du contenu, si vous le partagez, si vous réfléchissez à votre cible, si vous écrivez du contenu qui soit capable eh bien, d'attirer son attention, et puis si vous mettez en œuvre toutes sortes de mécaniques sur votre site pour, pour convertir ces visiteurs en clients, etc., vous allez obtenir des réponses et un engagement sur votre site. Retenez donc que le content marketing n'est pas mort, fort heureusement pour moi et pour tous mes concurrents, et pour vous aussi, parce que ça reste quand même un levier super important, mais qu'en fait, la vraie difficulté, c'est de faire bien les choses. Et si je devais rajouter juste un dernier point à cette présentation, et j'aurais terminé là-dessus, c'est plus que jamais, donnez-vous les moyens de réussir. Si vous faites de l'à peu près, si vous faites du content marketing, si vous écrivez un article une fois tous les 3 mois, si vous ne vous donnez pas véritablement les moyens d'intégrer les réseaux sociaux, etc., ça ne fonctionnera pas. Et dans ces cas-là, il n'y a pas de souci avec ça, hein, vous comprenez, on peut utiliser d'autres médias, d'autres canaux dans ce cas-là. Mais si vous n'êtes pas capable de tenir la distance ou d'embaucher un consultant, par exemple, ou une boîte de web marketing, etc., dans ces cas-là, ne vous engagez pas sur cette voie. C'est soit vous y allez à fond et vraiment vous faites quelque chose de réfléchi et pertinent avec votre content marketing, soit, eh bien, j'aurais tendance à vous conseiller aller vers les solutions habituelles de publicité, etc. Mais très honnêtement, je trouverais ça dommage. Le content marketing permet vraiment d'attirer uniquement des prospects qualifiés et ça, je pense que c'est ce qu'on attend tous aujourd'hui, c'est d'avoir des prospects qualifiés qui viennent sur notre site. Voilà, je suis un petit peu long, excusez-moi, j'avais peur de ne pas être suffisamment long et finalement j'ai débordé un petit peu. Olivier, je t'invite à reprendre la main. Merci à tous pour votre attention. Je vous remercie pour le temps qu'on a passé ensemble et je reste disponible pour toutes vos questions.